Bonjour et merci de votre fidélité à Débat des Presses, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RDB. C'est chaque dimanche à partir de 11h et c'est en direct. Ce matin, 3 sujets de débat convoqués à la discussion. D'abord, l'arrivée du vaccin contre le Covid-19 au Burkina Faso et les modalités de répartition des doses sur le territoire burkinabé. Les cibles en priorité concernent non seulement la vaccination, mais ça va suivre le personnel de santé, les malades chroniques comme les diabétiques ou encore les candidats au Hajj. Pour le reste de la population, d'autres précisions sont attendues. Finalement, le Burkina Faso se lance dans la vaccination après avoir fait une certaine résistance. Mais avons-nous le choix au regard du contexte international qui nous impose une sorte de passeport Covid-19 pour se déplacer? Quelles sont les chances de cette campagne future de vaccination de réussir? On en parle ce matin à Débat de Presse. Et à Débat de Presse ce matin, ces écoles qui s'effondrent au Burkina Faso le 24 mai dernier. Une école s'est effondrée alors que les élèves étaient en pleine activité pédagogique. Nous sommes à Dandé, dans la province du Houé, une vingtaine de blessés et un décès malheureusement. Et pourtant, c'est une école construite en 2015. On se pose alors la question sur la qualité des infrastructures, mais aussi le suivi contrôle de ces infrastructures. Le RENLAC, l'organisme chargé de la lutte contre la corruption au Burkina, avait attiré l'attention sur la qualité des infrastructures qui sont souvent altérées par la mauvaise gouvernance et la corruption. Un mort à Dandé aujourd'hui, faut-il attendre d'autres morts pour sévir? Le gouvernement burkinabé qui promet des mesures administratives et judiciaires pour situer les responsabilités, mais combien d'affaires de ce genre sont toujours en souffrance et ne connaissent pas de lumière sur les tenants et les responsables? Débat de presse en débat ce matin avec nos invités. Et avec nos invités, le Mali, où Assimi Goïta est confirmé président de la transition. Il participe d'ailleurs ce dimanche au sommet de la CEDEAO à Accra, avec ce second coup d'État que fera la CEDEAO, surtout avec des références tchadiennes. On attend de voir l'issue de la rencontre, mais la question qui se pose ici, pourquoi ce deuxième coup d'État de Assimi Goïta? Réponse à Débat de Presse avec nos invités. Et nos invités, c'est Dabadi Zumbara, rédacteur en chef des éditions Le Pays, analyste politique et éditorialiste. Bonjour Dabadi. Bonjour Fousseni Tindo. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité, Albert Nagrego, éditorialiste, analyste politique, directeur de publication de Libre Info. Libre Info, c'est un site d'information en ligne. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à Débat de Presse, Dieudonné Zungrana, éditorialiste, analyste politique. Bonjour Dieudonné. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Et puis, quatrième invité à Débat de Presse, Bourema Ouedraogo, analyste politique, éditorialiste. Il est le patron de Reporter, le journal d'investigation. Bonjour Bourema. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. On va commencer avec vous d'ailleurs Bourema, rapidement sur cette arrivée du vaccin Covid contre le Covid-19 au Burkina Faso. Finalement, après des hésitations, le Burkina Faso se lance dedans. Est-ce qu'on peut se dire que le contexte international nous impose cette attitude? Exactement, parce que apparemment le vaccin est devenu aujourd'hui l'un des éléments clés même dans les relations internationales, parce que même pour se déplacer, on exige de plus en plus effectivement qu'on ait, avant c'était des tests Covid, maintenant de plus en plus certains pays exigent effectivement un vaccin à jour. Donc du coup effectivement, qu'on le veuille ou pas, en tout cas certaines catégories de la population burkinabé est obligée effectivement de se faire vacciner, surtout ceux qui doivent voyager. Donc dans tous les cas, ça dépend, à ce niveau-là, ça ne dépend plus de Burkina. L'autre aspect aussi, c'est que, comme il est clair effectivement aujourd'hui que le vaccin, on peut douter, on peut discuter effectivement de son efficacité, parce que même en Europe, il est reconnu qu'il n'est pas efficace à 100%, mais il n'en demeure pas moins effectivement que tous les pays, en tout cas occidentaux, se sont mis effectivement à vacciner, malgré effectivement quelques réserves, quelques cas d'effets secondaires indésirables, qui peuvent aller même jusqu'à des morts, des thromboses et tout. Mais on est allé, et quand ils vont, naturellement, nous les petits, on a d'autres choix que de suivre. Maintenant, est-ce qu'effectivement, dans un contexte
comme celui du Burkina, où effectivement on est en train de, apparemment en train de sortir de la maladie, parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, les derniers que j'ai vus, c'était 10 cas actifs, quelques 2-3 nouveaux cas confirmés, beaucoup de guérisons, de moins en moins de morts effectivement par rapport à ça. Est-ce que dans ce contexte effectivement le vaccin est une priorité? Le gouvernement l'avait déjà dit, c'était pas une priorité pour le Burkina. La priorité c'était effectivement de faire en sorte qu'on sorte de ceux qui étaient déjà contaminés pour faire en sorte effectivement. Mais nous sommes dans un monde ouvert où les fortes pénétrations font qu'effectivement, si on veut être dans le Conseil des Nations, on a d'autres choix effectivement que de suivre d'aller vers les vaccins. Dieudonné Zoungrana, il le dit, ça veut dire que dans le pays, on peut craindre peut-être les chances de réussite de cette vaccination, d'autant plus que, comme les chiffres le confirment, on est en train de sortir progressivement de la maladie. Oui, bon, vous savez qu'il y a eu une polémique autour de vaccins, surtout AstraZeneca là, où bon, on a parlé d'effets collatéraux comme des thromboses qui ont eu lieu, et même que les gens avaient une certaine, vous avez parlé de résistance, les gens richiens, même en Europe, allaient se faire vacciner. Bon, ça vient, moi j'aurais préféré peut-être que ça vienne au moment des pics là, où vraiment, bon, ça... Mais bon, c'est tard venu, mais c'est toujours bon à prendre, comme l'a dit Bourema, d'autant plus que, bon, le passeport vaccinal, bientôt peut-être on va le généraliser. Donc bon, on est dans un village planétaire. Le Burkina ne peut pas être en marge de ce village planétaire-là. Donc bon, ça c'est le fait. Mais maintenant, est-ce que les gens vont, pour résumer votre, est-ce que les gens vont aller vraiment se faire? J'ai vu en Côte d'Ivoire, j'ai un ami médecin là-bas, mais les doses sont, ils ont eu près de 800 000 doses, mais finalement, c'était quoi? C'était au début, c'était les cibles prioritaires, c'était le personnel soignant, les forces de l'ordre, mais les gens ne se sont pas bousculés devant les vaccinateurs. Ce qui fait qu'à la fin, bon, les doses se sont périmées, parce que vous savez que les doses aussi se périment, parce que les gens ne sont pas allés se vacciner. Donc, bon, j'espère qu'au Burkina, quand même, les gens vont aller se faire vacciner. Parce que, bon, souvent, c'est moins la pathologie que, bon, les effets économiques même qui pèsent sur les Burkinabés. Il faut aussi avoir le courage de lire. C'est vrai qu'on n'a pas eu les moyens de faire les tests pour souvent avoir des chiffres trop fiables. Mais quand on regarde, comme l'a dit Bourema, bon, quand même, c'était pas l'hécatombe comme on l'a dit. Bon, donc les gens même se disent que bon, c'est vrai qu'il y a eu la Covid-19, on en est en train de sortir, sauf peut-être les variants, si on est envahi par des variants, parce qu'en Afrique du Sud, on a vu, en Europe, il y a des variants, donc il y a des clusters, donc souvent on confine, mais même l'Europe est en train de sortir. Je crois que, bon, 3e ou 4e vague, même dans le monde, les gens sont en train de sortir, même en Thaïlande ou en Inde, où vraiment ces derniers temps, il y a eu les catacombes là. Même eux sont en train de sortir. Donc, bon, c'est bon toujours à prendre. Maintenant, est-ce que les Burkinabés vont se bousculer pour aller se faire vacciner? Ça, j'ai bien peur que, à part ceux qui veulent voyager, comme par exemple les candidats au Hajj, bon, eux n'ont pas le choix, ou bien quand vous voulez vous déplacer. Mais je crains que le villageois ou bien le Burkinabé Tartampion, qui reste dans son bled à tourner, bon, je ne sais pas s'il est vraiment, il se sent concerné par ce vaccin, mais c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre, Albert, c'est votre avis également? Oui, c'est bon, mais on l'avait déjà dit ici, même si le vaccin arrivait, c'est déjà volontaire, je pense, pour ceux qui veulent. Hein. Et donc, naturellement, il y aura des mécanismes où on va contraindre certaines personnes à le faire. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec l'histoire du Hajj, ou ceux qui voyagent, surtout par voie aérienne. Parce qu'on sait encore qu'on a encore les frontières terrestres qui sont fermées au niveau de l'UEMOA. Donc, naturellement, c'est un vaccin qui va arriver, mais le problème, je ne suis pas très sûr que ça va faire bousculer les gens. Parce que beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore convaincus que la maladie est une réalité, ou du moins que la maladie existe, parce que quand vous écoutez les uns et les autres, ils vous diront que je ne crois pas à cette maladie. Par contre, il y a des gens qui vous font des témoignages, qui ont été victimes et qui vous parlent à quel point c'est vraiment le truc. Donc, d'abord, il faut gagner la bataille de la communication, la sensibilisation, pour montrer aux gens que c'est volontaire, mais c'est aussi important, on peut se prémunir également en faisant la vaccination.
L'autre chose, il faut aussi voir le côté commercial, parce que comme les masques ont connu leur période de pic également, où on disait il faut porter les masques, il faut porter, c'était devenu une habitude un peu partout. Vous avez vu aujourd'hui que ça retombe, on en parle très peu. Le vaccin aussi est en train de connaître aujourd'hui sa période de pic aussi, où les grandes firmes sont en train de vouloir vendre leurs produits. COVAX également, on va dire, les grandes institutions qui ont mis les moyens veulent montrer également qu'ils ont apporté du secours aux pays pauvres, notamment les pays de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est devenu presque une chanson pour des chefs d'État comme Emmanuel Macron, qui vous dira qu'ils ont fait des efforts pour que les pays pauvres aient accès à ce vaccin, le FMI, la Banque mondiale, tout cela. Donc on est obligé quelque part aussi de subir un peu la volonté de ces institutions-là, même si ce vaccin n'est pas forcément la chose la mieux attendue dans nos pays. Oui, la mieux attendue, Dieudonné l'a dit, il y a beaucoup plus les effets pervers sur l'économie, sur le pouvoir d'achat du Burkinabé que véritablement ce qu'on pourrait appeler l'hécatombe que certains avaient prédit pour le Burkina. Dabadi Zoumbara, on l'a vu, est-ce que quelque part aussi cette guerre économique entre les firmes qui ont développé ces vaccins avec cet enjeu économique, est-ce que quelque part, ça n'a pas renforcé le doute sur l'efficacité aussi de ces vaccins? D'autant plus que dans nos pays, les gens n'y croyaient même pas pour la maladie. Oui. Bon, c'est évident parce que, vous savez, dans une situation économique, c'est clair que certains vont chercher à perturber, j'allais dire, les activités des autres s'ils ne sont même pas en mesure de les saboter pour effectivement faire croire que c'est eux les produits qui est le meilleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, parce que sur le marché quand même, il y a un certain nombre de vaccins et quand on regarde les vaccins, ils ne sont pas au même niveau d'efficacité. D'autres sont à autour de 70%, 65%, d'autres c'est autour de 95%, etc. Donc naturellement, cette course commerciale peut effectivement amener les uns et les autres à se positionner par rapport à leurs intérêts. Mais on reconnaît que, bon, ce qui concerne par exemple le vaccin AstraZeneca, il y a effectivement la question des thrombolies qui se pose et qui aurait conduit à la mort de certains qui se sont fait vacciner. Alors donc ça fait qu'effectivement, dans certains pays, il y a eu certaines réticences, ce qui est tout à fait compréhensible. Bon, mais après, bon, les gens ont décidé de poursuivre. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là aussi que le Burkina, effectivement, surtout dans le cadre de l'initiative COVAX, il ne faut pas l'oublier que ça permet à beaucoup de pays africains d'avoir effectivement ce vaccin sans trop déboucher de l'argent, parce que les autres, si vous négociez directement avec les firmes, ça revient plus cher. Sinon, les autres États qui sont plus nantis vont directement négocier avec les firmes et ils acceptent. Et donc, bon, on peut limiter effectivement ces suspicions ou en tout cas cette méfiance par rapport à la qualité, parce que c'est au niveau vraiment de AstraZeneca que la question se pose plus davantage. Oui, puisqu'on l'a vu en Inde, par exemple, c'est au moment où on a commencé la vaccination que les gens mouraient en masse, et là, il était inquiétant. Oui, c'est tout à fait, ça se comprend, parce que en fait, même l'Afrique du Sud, quand il a reçu le vaccin AstraZeneca, le variant sud-africain on ne pouvait pas utiliser l'AstraZeneca pour combattre le variant sud-africain. Conséquence, l'Afrique du Sud était obligée de se débarrasser de ces vaccins et certains pays africains en ont profité qui n'ont pas enregistré ces variants. Donc c'est une question aussi de variants. Selon que vous avez un variant assez sévère, ben, il faut effectivement revoir quel type de vaccin adapter. Bon, on peut dire que le Burkina, peut-être on a la chance, on n'a pas connu assez de variants. On a eu certainement, entre-temps, quelques variants, mais je crois que ça n'a pas, en tout cas, j'allais dire, créé la psychose ou que certains prévoyaient, ou en tout cas avaient prédit. Et finalement, aujourd'hui, bon, on peut dire quand même qu'on est en train de sortir de la maladie. On l'a dit tout de suite, et les derniers chiffres font état de 10 cas actifs. Bon, je pense quand même que c'est une situation qui montre qu'un travail sérieux a été fait sur le terrain pour combattre cette maladie. Mais il faut dire que, de façon générale, je dirais que, bon, l'arrivée ou en tout cas l'acquisition de ce vaccin est une bonne nouvelle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les citoyens se posaient des questions. Pourquoi les autres pays parlent de vaccination et le Burkina n'en parle pas?
Donc on accusait aussi quand même le gouvernement de ne pas se penser par rapport à cette situation, se penser sur l'acquisition de vaccins. Et aujourd'hui, bon, on se rend compte que c'est chose qui est en train d'être faite. Donc de ce point de vue, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Mais comme certains l'ont dit, la question clé ici, effectivement, est de savoir si les Burkinabés sont prêts à se faire vacciner. Et là-dessus, on peut en douter parce qu'il y a des facteurs qui montrent que ce n'est pas chose gagnée d'avance. Il y a effectivement certains qui pensent que la maladie est vaincue et par conséquent, il n'y a pas matière à se faire vacciner, il n'y a pas matière à avoir peur. Donc pourquoi aller se faire vacciner si la maladie n'est plus active sur le terrain? Alors, donc, il y a une catégorie, effectivement, d'autres personnes qui ne croient même pas à l'existence de la maladie, comme quelqu'un le disait, et qui pensent que, bon, les chiffres qu'on nous a présentés jusque-là ne sont qu'une simple addition arithmétique pour obtenir des fonds auprès des bailleurs de fonds. Et en plus de ces personnes, il y a effectivement une troisième catégorie de personnes qui met effectivement en doute la qualité du vaccin. Alors, c'est dire qu'une vaccination à grande échelle n'est pas une chose gagnée d'avance au Burkina. Et si l'État veut réussir cette vaccination, il faudrait effectivement mener une forte sensibilisation auprès des populations pour leur montrer effectivement la nécessité de le faire, dans la mesure où certains pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc., ont entamé leur vaccination. Le Burkina ne peut pas naturellement se mettre en marge de cette lutte. Et donc je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse effectivement engager la vaccination dès maintenant. Alors, mais je pense qu'il faut effectivement un sérieux travail parce que dans tous les cas, comme certains l'ont dit, qu'on le veuille ou pas, ça va s'imposer. Si nous voulons effectivement bénéficier du même espace sécuritaire que les autres pays, on n'a pas le choix effectivement que de se faire vacciner. Et je pense que certains voyageurs seront effectivement confrontés à ces problèmes, qu'ils le veuillent ou non. C'est par exemple le cas effectivement de ceux qui iront en Arabie Saoudite pour le pèlerinage à la Mecque. Parce que ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le gouvernement les a mis comme effectivement des personnes prioritaires à vacciner. Et donc je pense que l'un dans l'autre, on n'a pas le choix que d'y aller. C'est vrai que le choix du vaccin peut, comme je le disais, poser problème à certains. Pourquoi avoir choisi par exemple ces vaccins? Mais la réponse aussi, on la connaît, elle est tout simple, c'est des questions d'économie. Parce qu'il est plus facile d'acquérir le vaccin AstraZeneca que les autres vaccins qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Et donc de ce point de vue, on peut comprendre que dans un contexte où nous sommes dans une situation économique difficile, on ne peut pas se payer peut-être le luxe pour l'air de chercher en tout cas des vaccins qui coûtent plus cher, d'autant que la maladie, comme on l'a dit, est en train de disparaître dans le pays. Donc ça peut effectivement se comprendre. Voilà, merci. On va s'arrêter là pour ce sujet, surtout que la vaccination va certainement commencer et on va être très attentifs. Voilà, le vaccin arrive aujourd'hui et le 30 mai, voilà. Et le temps que, voilà, on verra, on observera sur le terrain ce qui va se passer. On est dans quelques heures. Voilà. Et deuxième sujet, je le disais, un décès et une vingtaine de blessés à Dandé. Nous sommes dans la province du Ouédié de Nezungrana. C'est une école qui s'est effondrée alors que les élèves étaient en pleine activité pédagogique. Ce n'est pas le seul cas. À Koudougou et dans d'autres localités également, des écoles se sont effondrées et puis finalement, le gouvernement promet de sévir. Comment on peut analyser cela? La qualité des infrastructures est souvent mise en cause, mais il y a aussi le suivi-contrôle où, quelque part, les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Oui, il y a Dandé avec 24 blessés, malheureusement un décès, un élève du CE2 dans le Haut-Bassin. Il y a Bokui, vers Koudougou, je crois. Et il y a aussi une autre école dans la boucle de Mouhoun qui a été construite sur fond chinois. Donc, vraiment, dans la semaine écoulée, là, a été vraiment mortelle pour les pauvres élèves du fait de l'effondrement de leur bâtisse. Bon, il faut d'abord déplorer ça. Bon, on a vu qu'on a rapidement, le dernier conseil des ministres, en tout cas, instruit le ministre de l'Éducation de mener en toute diligence les enquêtes, situer les responsabilités et puis sanctionner. Mais bon, vous avez déjà répondu à la question. Hein, on a indexé, bon, j'ai cru entendre que le ministre a indexé, par exemple, bon, pour le cas de Dandé, qu'on a alloué les fonds à des collectivités locales
c'est les APE qui ont construit cette école, ou bien c'est à Bokui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est... Oui, Koutougou, oui. Donc, voilà, vers Koutougou, là. Voilà, que donc... Même dans des... Voilà, bon, je sais qu'en tout cas, oui, en tout cas, c'est des ressources allouées aux collectivités territoriales. Donc, en fait, ce n'est pas directement l'État. Mais même avec ça, il y a un problème, comme vous l'avez dit, Fousséni, de suivi et de contrôle. Ça veut dire qu'ici, bon, plus ou moins, on indexe... le laboratoire national des bâtiments publics. Même si, bon, renseignement pris, il semble que quand l'État construit un bâtiment, n'a pas besoin vraiment d'une autorisation. Vous voyez qu'en ville, souvent, vous trouvez un chantier, une villa ou une duplex où on dit arrêt des travaux, voilà, par le ministère de l'Urbanisme. Or, quand c'est l'État, il n'y a pas ce truc-là. Bon, c'est dommage, parce qu'il faudra peut-être qu'on introduise cette exigence-là. Et surtout, il faudra quand même que ce contrôle-là soit plus... Bon, en réalité, je vous explique, Dieudonné, pour ce qui est des infrastructures publiques, le ministère de l'Habitat a compétence de pouvoir faire le suivi-contrôle. Mais il se trouve que quand on le confie à des collectivités ou trucs, parfois on écarte le ministère. Et c'est ça, il faut aussi que l'État essaie d'être regardant sur oui, c'est ce que je dis. Puisqu'on a, c'est la décentralisation, on a alloué les ressources maintenant aux collectivités territoriales. Donc l'État est un peu, bon, l'État se met de côté, c'est les collectivités territoriales qui doivent vraiment faire le suivi. Mais même avec ça, ça n'empêche pas l'État d'être regardant. Les collectivités territoriales ont un ministère de tutelle, qui est le ministère de l'administration territoriale. Quand il s'agit des fonds, il y a la décentralisation, mais il faut... Surtout qu'il y a quand même ces effondrements à répétition, il faut quand même que l'État soit regardant. Sinon, je pense, je charrie peut-être, mais sinon, il faut laisser... Bon, les écoliers, là, sous leur paillote, au moins quand ça s'écroule, bon, ils vont s'ébrouiller sous les feuillages et puis les tiges, là, et puis sortir vivants. Que de construire des bâtisses, ils croient qu'ils sont à l'abri de l'orage, du vent et des pluies. Et puis, bon, finalement, il y a une menace plus sérieuse et plus pernicieuse. Donc, je crois ici, bon, on est d'accord que c'est le suivi-contrôle qui est indexé. Et le ministre, je crois que l'a dit et il l'a répété, on est d'accord avec lui. Mais l'État ne peut pas se défausser ici. Même si c'est des collectivités territoriales, c'est quand même... Bon, l'État est ici interpellé, ou bien l'État aussi, en tout cas, met le doigt sur ces collectivités territoriales-là. Mais sinon, on ne peut pas... Plus que c'est des enfants du Burkina. Voilà, qui vont à ces écoles. Donc, bon, je pense que ça repose le même problème, ces bâtiments qui s'effondrent, tout. En fait, on bâcle, c'est du travail bâclé. On peut donner un marché à quelqu'un légalement. Mais il faut quand même lui dire, il faut que le travail soit bien fait, sinon on va te taper dessus. Mais bon, quand il n'y a pas ce suivi, et souvent, après coup, il n'y a même pas de sanction. Ça aussi, c'est un fait. Par exemple, pour ces cas-là, mais si on suspend ceux qui ont eu ces marchés-là pendant 3, 4, 5, 10 ans, qui ne peuvent plus postuler à des marchés, même de collectivités territoriales, ça va donner à réfléchir à ceux à qui on va donner des marchés. On peut donner légalement un marché à un ami, à un copain, mais sous réserve qu'il fasse bien le travail. Or, malheureusement, bon, c'est souvent du copinage, on donne par tacite toute chose, et après, le gars ne fait pas bien le travail, et on ne peut pas le taper dessus. Voilà, donc je pense que l'un dans l'autre, l'État ici est interpellé. Oui, Albert, c'est votre avis également, parce que le RENLAC l'avait déjà dit, la corruption, la mauvaise gouvernance altère la qualité des ouvrages. Et comme l'a dit Dieudonné, l'impunité aussi aggrave la situation. Oui. En fait, Fousséni, le mal, il est très profond, hein, très profond. Et moi, en fait, quand on va parler encore, on dirait qu'on charge le gouvernement. Mais c'est le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, il faut des procès aussi exemplaires dans ces cas de figure-là. On ne peut pas continuer à poursuivre des gens qui ont détourné 2,5 millions et on laisse des entreprises qui construisent des sables, c'est-à-dire ils vont monter du sable et ça tombe. Et parfois, quand la population interpelle l'autorité, c'est l'autorité qui va défendre l'entreprise. On a vu le cas du 11 décembre à Banfora, comment des gens sont montés au créneau pour dire non, les travaux sont en train d'être bâclés. Mais on a vu la délégation gouvernementale qui allait sur les lieux et montrer par A plus B que le chantier, ou du moins les chantiers tiennent bon.
Et quand vous allez plus loin, l'université de Gawa aujourd'hui en construction, il y a à peine un mois, ça faisait la polémique pour un bâtiment R+2 à l'université de Gawa, mais on vous montre les gravats, ça ne va pas. On vous montre le fer à utiliser pour construire le bâtiment R+2 ou c'est R+3. Quand vous voyez, mais vous tombez à la renverse. Non seulement le délai d'exécution n'est pas respecté, mais les matériaux aussi, ce n'est pas du tout la peine. Aujourd'hui, l'ARCOP, vous allez demander à l'ARCOP, les sanctions, ce sont des sanctions disciplinaires. Bon, les sanctions disciplinaires aujourd'hui face à une entreprise qui a des marchés de milliards, ça coûte quoi? Et moi, quand on va plus loin, ils vous diront qu'il y avait des réformes où il y aurait des sanctions pénales. Mais ces sanctions pénales, c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Que le ministre Ouaro, qui a promis également, en tout cas, qu'il fasse l'effort d'aller jusqu'au bout, qu'on ait un procès au Burkina qui montre que telle entreprise a été reconnue coupable dans le décès de tel élève suite à l'effondrement de l'école à Dandé ou dans tel lieu, pour qu'on puisse voir et que ça puisse servir d'exemple aux autres. À Tinkodro, les infrastructures du 11 décembre ont été construites. Ça n'a pas été réceptionné. On a vu le stade décoiffé. Bon, d'autres finissent et après 2-3 ans, c'est des bâtiments qui tombent. Alors que l'argent qu'on a injecté dedans pour construire ces infrastructures-là, il faut encore reprendre à zéro. On a vu des routes à Ouaga ici, c'est pareil. Mais on a l'impression que les entreprises sont parfois intouchables. Ça veut dire que le travail, ça ne va pas, mais personne n'ose interpeller l'entreprise. Donc je pense qu'il faut encore des procès ici pour montrer aux gens qu'on n'est plus à un stade où il faut s'amuser. Et c'est ça que j'ai dit, c'est le gouvernement, parce que ce n'est pas le bailleur de fonds, ce n'est pas le partenaire technique et financier qui va venir nous montrer comment on doit avoir des entreprises de qualité pour faire des bâtiments de qualité. Je suis désolé, mais quand on regarde le MCA qui a réalisé les routes à l'époque au Burkina ici, on sait dans quelles conditions ces travaux ont été réalisés, la rigueur avec laquelle ça a été réalisé. Mais pourquoi au niveau du gouvernement, on ne peut pas se permettre cela? Vous avez des entreprises où le maître d'ouvrage est en complicité avec l'entrepreneur, ou parfois c'est les deux voyagent ensemble. Et vous voulez qu'il aille vérifier son ouvrage comment? Ils font des escales ici, peut-être ils boivent un coup ensemble, ou bien ils mangent un poulet ensemble, ils reprennent la route encore, ils arrivent à destination, ils regardent le chantier, et après ils viennent dire que le chantier, il n'y a pas de problème, c'est normal. Alors que le ciment, pour faire le béton, ça n'a pas été respecté, ou bien le gravion, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste en la matière, mais on réceptionne, après on a des fissures. Allez-y à l'université de Ouagadougou, vous avez des bâtiments qui ont été construits il y a à peine 1 à 2 ans, mais il y a des fissures partout. Et il y en a beaucoup partout. Quand vous rentrez dans nos ministères, là, vous allez voir des ministères où le plafond, ça coule. Les toilettes sont... On ne peut même pas utiliser déjà. Mais attends. Oui, des toilettes, la plomberie, l'électricité, tout est parti. Donc moi, je pense que c'est un problème de gouvernance et il faut travailler encore parce que beaucoup reste à faire. Et à ce rythme-là, on ne fait que dilapider l'argent par la fenêtre. Quand on n'a pas suffisamment de moyens et de ressources, on fait bien avec le peu qu'on a. Mais si on prend 100 millions pour aller construire un bâtiment de 6 classes, pour revenir 6 ans après, retrouver ce bâtiment à la terre, il faut encore de l'argent pour construire. Je suis désolé, mais là, il y a un problème de gouvernance. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Oui, je commence par là où Albert a terminé. Il y a véritablement un problème de gouvernance sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est déjà de voir à partir de quand on a commencé à avoir des écoles, effectivement, par exemple des infrastructures scolaires, socio-éducatives qui coulent. C'est depuis les écoles du plan décennal de développement de l'éducation de base, PDEB, où on avait mis des milliards. C'est là où j'ai dit avec Albert que les bailleurs de fonds aussi ont leurs responsabilités. Parce qu'en fait, c'est une responsabilité collective à partir de quoi? Parce que d'abord, le mal part des procédures dans la passation des marchés. Quand on dit que c'est le moins de 10 ans qui a le marché, beaucoup d'entrepreneurs s'arrangent pour rogner les coûts de leurs offres pour être les moins de 10 ans. Et malheureusement, effectivement, quand on prend le moins de 10 ans, ce n'est pas forcément, effectivement, il va construire l'infrastructure, mais est-ce que, effectivement, l'offre financière qu'il propose permet d'offrir une infrastructure de qualité? Ça aussi, c'est un élément. Malheureusement, on a vu, effectivement, que les moins de 10 ans continuent effectivement de faire des infrastructures de qualité douteuse, parce qu'après, quand ils prennent l'enveloppe financière, ce n'est pas suffisant pour avoir des agrégats de qualité, ce n'est pas suffisant pour avoir des matériaux solides pour livrer et pour construire une infrastructure à la hauteur des attentes, mais le contrôle, effectivement, comme on le dit, ne fait pas son travail, et à la fin, on a effectivement une infrastructure peut-être apparemment en apparence bien faite, avec une enveloppe assez raisonnable,
Mais au fond, effectivement, quand le contrôleur naturel, comme disent les internautes, arrive, lui fait le boulot. Quoi, le contrôleur naturel. Contrôleur naturel. Ça veut dire quoi? Parce que c'est la pluie, c'est le vent, c'est Dieu qui ça c'est Dieu qui envoie. Tempérie, Donc quand lui il arrive, lui fait le boulot, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit bon, après j'ai pris des commissions donc tu ne peux pas me faire tomber, tu peux pas me faire ça. Lui quand il arrive, il fait le boulot. Et on constate effectivement que l'infrastructure est partie. Deuxième niveau aussi, on dit que c'est des écoles construites qui transfèrent des ressources aux collectivités territoriales. Malheureusement, les collectivités territoriales sont en train de reproduire les mêmes tares à tous les niveaux de gouvernance que l'État central. D'abord, si le plan de la transparence, les collectivités territoriales ne font pas preuve de différence. En tout cas, les élus locaux ne font pas preuve d'exemplarité en matière de transparence dans l'exécution des marchés publics que l'État central. En matière aussi de suivi de la qualité, ils ne font pas plus. On ne sent rien à ce niveau. Or, étant des élus locaux, donc des gouvernants de proximité, on devait s'attendre d'eux qu'ils s'assurent que les infrastructures qu'on livre à leur communauté à eux, parce qu'ils sont censés être des gens de la communauté, à leur communauté à eux, sont des infrastructures de qualité. Moi, je ne sais pas comment on peut élire un maire qui accepte qu'on vienne construire dans sa commune une infrastructure bâclée qui tombe sur des élèves. Et troisième niveau, il y a effectivement aussi la responsabilité aussi des acteurs, des citoyens. Et moi, j'ose espérer qu'effectivement, les parents d'élèves de Dandé vont poursuivre l'État pour les blessures, pour les blessures, blessures et la mort de l'élève, pour qu'en fait, effectivement, on traîne l'État devant les juridictions pour qu'il assume ses responsabilités. On ne peut pas mettre la vie des enfants du peuple en danger et continuer à s'asseoir allègrement à Ouagadougou ou bien dans sa mairie et continuer à recevoir des rétrocommissions. Oui, et Dabadi. Oui, non, je pense qu'il faut d'abord déplorer effectivement ce qui s'est passé, notamment à Dandé, parce qu'il y a eu mort d'hommes et des blessés. Mais comme certains l'ont dit, je pense que cette situation qui n'est pas première au Burkina n'est autre chose que la rançon de laxisme doublé, de corruption et de népotisme. Il n'est secret pour personne que le domaine des BTP au Burkina fait partie des secteurs les plus corrompus au Burkina. Il n'y a qu'à voir tout simplement les derniers classements de Renlac pour s'en convaincre. Tant que les marchés seront attribués à des amis, des copains ou à des connaissants, on n'aura jamais d'infrastructure scolaire de qualité. Tant que la corruption restera un critère majeur d'attribution de marché, de construction d'infrastructures scolaires, nos enfants ne seront jamais à l'abri dans les écoles, en sécurité dans les écoles. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions exemplaires à l'encontre des entrepreneurs véreux, les écoles continueront de s'écrouler. Qu'on se le dise, il est clair, il est net, je pense qu'il faut changer de façon de faire. Il est temps de mettre fin à ces tristes spectacles, je dirais, qui n'honorent ni le secteur de l'éducation, ni celui, j'allais dire, des BTP, encore moins le gouvernement. Et pour ce faire, à mon avis, il faut confier tout simplement des marchés de construction de ces infrastructures scolaires à des entreprises qui ont une expertise avérée dans le domaine, et non à des entreprises qui n'ont aucune compétence, si ce n'est certainement celle de pratiquer la corruption, ou peut-être dont le seul mérite, c'est d'avoir un proche dans le système. Tant qu'on va fonctionner de cette manière, je vous dis, on ne s'en sortira jamais. On va toujours ramasser des morts. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais regardez, jusque-là, ça continue. Et on va accuser les entrepreneurs. Mais on oublie que derrière les entrepreneurs, il y a aussi ces individus tapis dans les bureaux climatisés et qui réclament des 10%, des 15%, etc. Et lorsque l'entrepreneur qui devrait obtenir 200 millions pour construire une école se retrouve avec 100 millions, parce qu'on a tellement rogné, mais finalement, quel travail de qualité il va faire sur le terrain? Il ne peut construire qu'avec ce qu'il a. Et lorsqu'on dit que la garantie, c'est 1 an, une fois que l'1 an passé, c'est fini. Vous ne pouvez plus poursuivre l'entrepreneur, puisqu'il vous a donné une garantie d'une période donnée. Et si cette période arrive, mais écoutez, s'il y a un problème, il faut chercher ailleurs. Donc je pense que c'est toute la ligne. Il faut revoir la chose, il faut revoir les choses depuis la base. L'attribution des marchés, la construction, le contrôle, etc. Donc je pense qu'il faut mener un travail sérieux. Et pour ce faire, il faut des sanctions exemplaires. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, c'est clair, les gens vont continuer. Même si on va parler dans les médias, bon, ça ne va offusquer outre mesure certains entrepreneurs, dans la mesure où ils se disent que bon, ils vont se remplir les poches, mais ce n'est rien.
Ils vont continuer à construire effectivement des écoles de paix de qualité. Je pense effectivement qu'on pensait qu'avec le transfert des compétences décidé dans le cadre de la décentralisation, on allait pouvoir réduire le phénomène à sa plus simple expression. Malheureusement, on a le sentiment que la situation a empiré. Voilà, justement. Oui. Donc ça montre à quel point effectivement ceux qui gouvernent se soucient, j'allais dire très peu, de la qualité des infrastructures au niveau de l'État, c'est-à-dire les infrastructures publiques. Ce ne sont pas les écoles seulement qui s'écroulent. Hein. On a vu avec effectivement les travaux. Oui, il y a des échangeurs, exactement. Il y a le gâteau, il y a des pistes rurales. Donc ça montre, c'est une gangrène. Et je pense qu'une gangrène, pour la soigner, il faut une thérapie de choc. Sinon, on ne peut pas, avec du sparadrap, vaincre une gangrène. Ce n'est pas possible. Donc, le gouvernement a promis, effectivement, de prendre des mesures. On attend de voir ce qui va être fait. Je pense qu'il faut des sanctions musclées pour que, finalement, on sorte de cette façon de faire. Parce que, quand même, ça fait pitié. Un élève qui va à l'école et sur qui comptent beaucoup ses parents. Et bon, malheureusement, finalement, ses parents se retrouvent avec un cadavre entre les mains, tout simplement parce que l'école dans laquelle ils fréquentent n'a pas été construite dans les règles de l'art. Je pense quand même que ça fait pitié. Oui, oui. Il faut qu'on en finisse avec ça. Oui, Dieudonné, donc ici, il faut craindre cette banalisation même de ces faits qui sont récurrents, mais qui finalement, personne ne fait rien. Oui, en fait, tout le monde, le tour de table, tout le monde a réussi. Oui, c'est devenu banal parce que, bon, justement, il y a des gens qui mangent en bas. Comme dirait Omar Bongo, il y a les dessous de table. Et leur nom, c'est parce que, justement, c'est des dessous de table. On n'en voit pas. Mais leur impact est catastrophique, justement. Parce que c'est ça. Dabadi disait que tant qu'on va continuer à donner, on peut bien donner légalement un marché à un ami. S'il est sérieux, même ici, il doit même vous... Légalement, on peut donner un marché à un ami. Oui, s'il remplit les conditions. Vous pouvez avoir un ami, si vous faites pas la passation des services, on peut lui donner. Mais qu'il fasse bien le travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il n'y a pas l'impunité. Vous savez, c'est le mot comme ça. Malheureusement, après, il n'y a pas de sanctions. S'il y a des sanctions, les gens vont regarder par deux fois. Et Bourema a évoqué tout de suite le moins de 10 ans. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Effectivement, c'est le moins de... Bon, maintenant, on parle de plus en plus de mieux 10 ans. Le moins de 10 ans, c'est quoi? Si on vous donne un marché à 1 franc, ou à 10 francs, bon, quelqu'un propose 5 francs. Bon, la mercuriale des prix, on va dire, ah, ça doit être entre 5 et 10 francs. Le gars est à 5 francs, donc on va donner... Malheureusement, il y a le risque que le gars bâcle le travail. Parce que l'enveloppe, il a tellement rogné pour avoir le marché qu'il ne peut pas. 2, il va venir contourner pour demander des avenants. Il y a aussi le scandale des avenants aujourd'hui qui est là. C'est-à-dire, souvent, l'avenant même dépasse souvent le marché, la commande initiale. Ça, quand même, c'est du jamais vu. Oui, voilà. Il y a le cas de l'échangeur, L'avenant même dépasse le prix initial du bon. Où on a déjà vu ça. On fait un marché à 1 milliard et après l'avenant, c'est 2 milliards. Bon, quand même, si ce n'est pas dans nos pays, là, vraiment, on ne peut pas voir ça. Donc, il y a les sanctions. Or, et pourquoi les Burkinabés doivent vraiment lutter pour que vraiment il y ait des sanctions? Parce que c'est quoi? Les deux mamelles de notre économie, c'est quoi? C'est la douane, c'est les impôts. Mais regardez comment les impôts souvent traquent une petite entreprise qui souvent n'a rien. Mais on vient, on lui fait un redressement pas possible. Soit il ferme, ou bien il ne peut rien faire. Mais or, c'est ces TVA et autres là, ces impôts-là qu'on collecte. Et ailleurs, il y a des margoulets qui sont là, qui montent des trucs et qui se partagent notre argent via des marchés qui sont mal montés, mal exécutés. Les Burkinabés même doivent, avec ces genres de gens-là, ça doit être sans pitié. On doit être impitoyable et vraiment qu'il y ait des procès, comme dit Narengo, pour que vraiment, pour l'exemple. Non, oui, Albert. Ici, moi je suis d'accord que le citoyen joue parfaitement son rôle aujourd'hui. Il n'y a pas une construction aujourd'hui qui se fait dans de mauvaises conditions où le citoyen n'interpelle pas. Le vrai problème, c'est au niveau de l'autorité. On a vu, par exemple, sans vous couper, à Houndé, il y a une ONG qui avait organisé des citoyens pour contrôler la construction de certaines infrastructures. Le reportage est passé sur la télévision de Burkina, où le directeur de l'école même a montré des trucs qui s'effritent. Et finalement, un chef de cabinet du maire qui s'assoit pour dire qu'il faut attendre que les techniciens donnent leur avis, que sinon, de ce que nous pouvons avoir comme observation empirique,
comme si personne d'entre nous n'a jamais construit. Justement, en fait, aujourd'hui, le citoyen fait vraiment la veille. Mais le vrai problème, c'est comme le président Kaboré a l'habitude de le dire dans son discours, il faut un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, ça veut dire quoi? Ceux qui siègent, qui donnent les marchés là, doivent aussi comprendre qu'en réalité, il s'agit des générations. Il s'agit de nos petits-fils. Il s'agit d'un pays qu'on va léguer à d'autres personnes. Mettons l'intérêt beaucoup plus général en avant que de penser à prendre de l'argent pour aller construire une villa à Ouaga 2000 ou aller construire une villa dans un autre quartier. Là, on ne va pas quand même demander qu'on vienne travailler dans la mentalité, mais c'est chacun qui doit prendre la conscience, se dit qu'il faut qu'on arrive à réaliser un bon travail. Mais quand on se dit que c'est une affaire qui va rester entre 4, 5, 6 personnes, l'entreprise, moi et X qui est intermédiaire, qui va prendre quelques millions, il y a problème. L'autre chose aussi, c'est quoi? Le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, malgré sa bonne volonté, je pense qu'ils doivent redoubler d'efforts à ce niveau aussi. Parce que chaque fois on voit des projets de loi, on n'est pas que le projet de loi. Peut-être qu'on communique très peu sur des propositions de loi. Il faut que les députés aussi mettent, on les attend beaucoup plus sur ce terrain. Et je pense que le mouvement Sens de Maître Guy avait comité le mouvement politique pendant les législatives qui avait fait une proposition dans ce sens qu'une fois élu peut-être à l'Assemblée, il faut travailler sur ces questions de marché public-là pour trouver des sanctions à la hauteur du forfait de ces entreprises. Les lois, l'arsenal juridique existe. Hein. C'est parce que l'arsenal juridique existe. Non, l'arsenal juridique existe, vous le dites bien. Mais quand on parle au niveau de l'ANCOP aujourd'hui va vous montrer ses limites. Oui, l'ANCOP qui est censé faire le contrôle de ces entreprises, prendre les mesures, les sanctions disciplinaires, vous montre également ses limites parce que ces décisions sont susceptibles de faire recours devant la justice. Et quand la justice tranche en faveur de celui qu'on a blâmé, l'entreprise rentre et ses droits sont rétablis. Donc aujourd'hui, le vrai problème, moi je pense que mettons la question de conscience devant, parce que lui il parlait tout à l'heure des la maires. Question, Albert, qui doit avoir sur sa conscience la mort de ses enfants? Il y a les comités techniques qui donnent ces marchés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une mairie, généralement, c'est la commission technique est chapeautée généralement par le secrétaire général de la mairie. Le maire, souvent, on lui présente l'entreprise qui est retenue. C'est souvent piloté par la commission technique. Ensuite, vous avez l'entreprise et vous avez également les maîtres d'ouvrage dans ces travaux-là qui se font également responsables aussi de ce qui arrive. On ne peut pas accuser l'entreprise seule et laisser le maître d'ouvrage qui a reçu aussi une enveloppe pour travailler, pour suivre la bonne exécution du travail. Donc moi, je pense qu'il faut véritablement qu'on se dise que c'est des crimes. N'ayons pas peur de mots. Un élève qui est mort suite à un bâtiment effondré, d'autres blessés, ayons le courage de lui dire que c'est des crimes et que même le procureur n'a qu'à s'auto-saisir aussi pour faire son travail. Bourema et ensuite Dabadi. Non, Albert, là, effectivement, la veille se fait, mais en fait, la veille est très timide actuellement. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà, effectivement, des dénonciations. Aujourd'hui, les organisations de défense des droits humains et de lutte contre la corruption doivent accompagner, par exemple, les familles de Dandé. Parce que c'est vraiment sérieux. C'est là où on est arrivé. Il faut qu'on accompagne les familles, qu'on trouve les meilleurs avocats aujourd'hui, pour que si l'État ne fait rien, qu'il y ait quand même une plainte au niveau des familles pour pousser effectivement la justice à l'action. Et qu'on retrouve effectivement toute la chaîne de responsabilité de ceux effectivement qui ont été à la base de l'ouvrage, comment on appelle, l'ouvrage effondré à Dandé. De même que dans les autres localités qu'on avait. Quand on va arriver effectivement à avoir des plaintes venant effectivement des populations, que effectivement la justice se saisisse aujourd'hui pour trancher et condamner, je crois que même l'État effectivement va faire attention. Parce que dans un tel procès, aujourd'hui ce ne serait pas l'entrepreneur seulement. La commune sera concernée. En tout cas, l'État au niveau central sera concerné, parce que dans tous les cas, même quand on dit procédure de transfert, c'est des transferts, c'est des ressources transférées aux collectivités territoriales. Il reste que les procédures de passation des marchés restent les procédures édictées au niveau national et qui fait obligation aux collectivités territoriales de suivre. Donc, si les gens arrivent malgré tout effectivement à passer entre les filles, les mailles du filet et obtenir des marchés qu'ils exécutent mal, il faut effectivement qu'on regarde à plusieurs niveaux. Est-ce que nos procédures aujourd'hui sont bonnes? Est-ce que les gens que nous avons dans les administrations qui sont chargés des marchés publics sont plus préoccupés par leurs poches ou bien par l'intérêt général? Est-ce que ceux qu'on a à des postes ministériels sont effectivement soucieux du bien-être des populations ou bien ils sont soucieux de leur propre bien-être? Est-ce que les élus locaux que nous avons, les maires et leurs adjoints et les conseils municipaux, sont des acteurs effectivement qui sont venus pour s'occuper du développement ou bien pour se développer? Parce que toutes ces questions-là, il faut qu'on les pose.
Il y a des choses qui se passent autour de nous et quand tu parles, on dit que tu es jaloux, tu es aigri. Quand un maire, quelqu'un arrive à la mairie avec une kryptone, non, il faut qu'on soit sérieux. Un maire, il n'a pas de rémunération. Et son salaire en tant qu'agent, avant d'arriver à la mairie, ne peut pas lui permettre. Et que l'année qui suit, il a une voiture. L'année qui suit encore, il change de voiture. Il achète des voitures données aux femmes et aux maîtresses, aux vies aussi de tout le monde. Et que personne ne dit... Non, ça... Non, ce n'est pas des affirmations, on connaît. Les maires pourraient intenter pour vous de prouver. J'en connais. J'en connais. Et je défie justement ce maire-là de porter plainte. On a les éléments. Parce qu'en fait, dans ce pays, que celui qui se sent mauvais, c'est mousse brillamment et qu'on se retrouve là où il veut. Parce que la question de fond aujourd'hui, c'est qu'on se dise que on ne peut pas envoyer des responsables à des postes à des postes de responsabilité et qu'ils s'enrichissent brusquement et au vu de tout le monde, sans qu'on se pose des questions. Mais naturellement, ce sont justement les sources d'enrichissement qu'ils ont là, c'est ces infrastructures qui tombent là, qui font effectivement, avec des entrepreneurs véreux, qui n'ont pas de boutique. Donc c'est là leur boutique. Oui, Dabadi, pour terminer sur ce sujet, et puis on va passer rapidement au troisième. Je pense qu'on a parlé des sanctions, on dit il y a effectivement, généralement, pas de sanctions, pourtant on devrait pouvoir le faire. Mais on ne s'est pas posé la question, pourquoi on ne sanctionne pas? Ça revient à quoi? C'est parce que c'est des proches qu'on ne veut pas sanctionner. C'est parce qu'on a pris peut-être de l'argent avec les mêmes entrepreneurs qu'on ne veut pas sanctionner. Sinon, pourquoi les sanctions existent et puis on ne les applique pas lorsqu'il y a un problème? Ça ne s'explique pas. Donc je pense qu'il faut sortir effectivement dans ces cadres-là. Parce que, regardez, on a parlé effectivement, par exemple, du Millennium Challenge, quand il y a eu des infrastructures, je pense par exemple le goudron sur la voie de Dougounouna. Mais écoutez, allez-y regarder la qualité de cette voie. Mais ça a été construit par quelle entreprise? Je ne vais pas citer le nom pour faire la publicité, mais c'est pour dire que l'exigence les conditions dans lesquelles on vous attribue le marché, les exigences qu'on vous impose feront que vous serez obligé de faire un travail sur le terrain. Mais si vous appelez un ami dans votre bureau, vous lui attribuez un marché, et puis bon, vous regardez les membres de commission, vous leur dites, bon, écoute, c'est un ami, donc il faut arranger les choses. Mais naturellement, personne ne va faire un bon travail. Même le contrôle qui va aller sur le terrain ne fera rien, parce qu'il est convaincu que c'est l'ami de son patron, ou c'est le neveu de son patron, ou bien... Mais l'ami en question, donc, du coup, s'il est consciencieux, oui, mais justement, et c'est ça, il doit aider son ami qui l'a donné ce marché, pour ne pas vraiment le mettre dans l'embarras. Mais malheureusement, que le ministère des malheureusement, c'est ça qu'on va écouter Dabadi. Il va sortir une liste des entreprises, exemple. On a vu le ministère des enseignements secondaires et supérieurs qui fait sortir désormais les listes des établissements sérieux et ceux qui sont moins sérieux. Maintenant, on nous rend officiels, publics, les entreprises. Non, il faut le faire parce qu'on est un pays également en construction. On en a besoin des entreprises sérieuses que de vouloir laisser des gens dans les roubladises. D'accord. Je pense que si on veut des travaux de qualité, il faut faire prévaloir la méritocratie, l'excellence. Même si votre ami veut postuler, on ne l'interdit pas. Mais qu'il effectivement remplit les conditions. Mais si c'est quelqu'un qui a 3 brouettes avec quelques pelles, il s'improvise entrepreneur, parce que c'est vous qui avez le marché, que vous l'acceptez. Mais on ne peut qu'aboutir à de tels résultats. C'est ça. Sinon, une entreprise sérieuse, quelles que soient les conditions dans lesquelles il obtient le marché, il va faire un travail parce qu'il se soucie d'abord de sa renommée, parce qu'il sait que ce n'est pas seulement sur le marché. Mais lorsque c'est des gens effectivement qui s'improvisent entrepreneurs, mais pour lui, ce n'est pas son problème. L'essentiel, c'est de pouvoir que le gouvernement puisse prendre des mesures administratives et judiciaires pour punir situer d'abord les responsabilités et punir certainement si quelqu'un a fauté. On va rapidement évoluer au troisième sujet de débat, où le président de la transition, Assimi Goïta, au Mali et participe au sommet Albert Nagrego de la CEDEAO à Accra. Mais on l'a vu, Albert, c'est un peu comme si le colonel Goïta a défié la communauté internationale en allant vers un second putsch. Tout à fait, c'est un second putsch, il faut le dire, il faut l'avouer. Et maintenant, ce qui m'étonne chaque fois, ou ce qui me surprend chaque fois avec la junte, c'est que c'est leur manière de faire les choses, la subtilité avec laquelle ils procèdent chaque fois. Parce qu'on a vu avec Ibeka, je le disais il n'y a pas longtemps, on a vu qu'ils ont vu la société civile qui a
poussé le pouvoir jusqu'à un certain niveau où c'était devenu fragile et ils ont profité de cette occasion-là pour prendre le pouvoir. Ils ont été plus ou moins salués. Cette fois-ci encore, ils ont attendu la grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali qui a poussé quand même le pouvoir de la transition jusqu'à un certain niveau où les brèches étaient ouvertes et ils se sont de façon subtile s'accaparés de leur chose, si on peut le dire ainsi. Et en même temps, très rapidement, sorti également communiquer les greffes contre le président de la transition et son premier ministre parce qu'on a vu que le conseiller en communication de Assimi Goïta a si bien dit qu'il n'y avait pas d'interlocuteur fiable en face parce que le gouvernement a choisi la veille de la grève pour rendre sa démission, ce qui est inacceptable, et que le président aussi ne travaillait pas sur la question des élections. Les autres ministres accusaient le premier ministre de clanisme, tout cela mélangé, ça fait quand même de trop. Et là encore où on voit la subtilité de ces gens, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont saisi plusieurs chefs d'État et plusieurs ambassadeurs pour demander au président de la transition de revenir à la raison, ce qui n'a pas été fait. C'est déplorable qu'Assimi Goïta, l'achat de la transition, dit clairement qu'il a l'achat de la défense et de la sécurité. Il travaille avec ses hommes de confiance et aujourd'hui, dans un remaniement, on puisse aller retirer ces deux hommes de confiance sans l'avoir consulté, selon ses dires. Et encore, on reconduit le secrétaire général au poste du ministère de la Défense. Il y a eu des erreurs de choix ici, ça il faut le reconnaître. Maintenant, la fameuse question, est-ce qu'on avait besoin d'arriver à un changement du président de la transition et de son premier ministre? Est-ce qu'on ne pouvait pas résoudre cela autrement? Je pense que Assimi Goïta et ses camarades ont épuisé apparemment de leur avis toutes les cartes qu'ils avaient, le fait de contacter d'autres chefs d'État pour parler à choses. Le président de la transition. Parce que selon certains confrères, on a vu que Faure Gnassingbé avait parlé à Mbadao de ne pas changer le gouvernement avant le 30 mai ou le 25 mai, je pense. Ça n'a pas été respecté. D'autres chefs d'État, lui, avaient également conseillé de garder le gouvernement à l'État avant certaines précautions. Ça n'a pas été respecté. Donc, quelque part, les uns et les autres s'accordent à dire qu'il y a eu du forcing. Maintenant, Goïta est là. Est-ce qu'il va rester à la tête de la transition? Il va partir. Le sommet de la CEDEAO nous dira. Mais pour moi, je suis convaincu qu'il va faire le reste de la transition. Parce que je vois aujourd'hui mal la CEDEAO pouvoir démettre Assimi Goïta. Surtout qu'il y a les références tchadiennes. Tout à fait. Et même on n'a même pas besoin d'aller à la référence tchadienne. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Mali a été plus ou moins salué encore par la population malienne. Quand vous regardez le syndicat qui suspend sa grève, son mot d'ordre de grève illimité le même soir, et la vie continue son rythme normal. J'ai vu également une déclaration du chef de Nioro qui est très important, très puissant. Le chef de Nioro, oui. Qui dit qu'il n'est pas derrière ce qui s'est passé, mais il soutient Assimi Goïta et son équipe. C'est un soutien d'État également. La Cour constitutionnelle qui valide son mandat, si on peut le dire ainsi, c'est aussi important, même si la CEDEAO a déjà demandé une fois la réforme de la Cour constitutionnelle au Mali pendant la crise contre Ibeka. Mais c'est déjà une manière de soutenir de façon légitime Assimi Goïta. Donc je pense que Accra aujourd'hui, les sanctions vont beaucoup plus peser peut-être dans la formation du nouveau gouvernement. Soit ils vont demander un gouvernement d'union nationale qui prend l'opposition, la société civile, mais les personnes leaders. Mais aussi comment véritablement ramener certaines institutions sur la marche normale, je veux dire des choses, quoi. D'accord. Dieudonné Zoungrana. Oui, bon, je pense que c'est clair, hein, que ce soit les deux postes ministériels, querellés, c'est-à-dire défense et sécurité, ou bien cette ténébreuse histoire réelle ou fantasmée de commande d'armes, qui a ébruité et qui oppose la Russie à la France. On peut dire que c'est une histoire d'intérêt ici qui a été en jeu et qui a justifié ce coup d'État. Mais moi, je vais aller au-delà de ce que je disais il y a un mois ici. Vous venez de citer tantôt l'exemple tchadien. C'est-à-dire que Assimi Goïta et son carteron de colonel, ils ont compris comment fonctionne la politique. C'est-à-dire que il a manifestement, Assimi Goïta, il a lu Le Prince de Machiavel. Il l'a lu de fond en comble. Moi, c'est mon livre de cheveux avec la Bible. J'ai dit ça il y a un mois. Je crois que c'est Albert qui... Oui, Déby Junior va finir la transition. Il va faire tomber le kaki. Il va se faire élire. Il n'y aura rien. À Kati, le colonel Goïta a dit aux gens de la CEDEAO, je vais diriger la transition. Mais il va le redire à Accra. Il a dit ça à Kati. Sur les hauteurs de Kati, il a dit, je vais diriger la transition. Les gens, Goodluck Jonathan a dit, mais que vous savez que c'est interdit par la charte et la constitution. Il dit alors que, mais en 91, ATT a fait la même chose. Donc, ATT a fait une émule
qui s'appelle Assimi Goïta. Il va diriger la transition et il va peut-être se faire élire courant 2022 comme président et il y aura rien. Parce que regardez déjà, Albert l'a dit, le M5 RFP est déjà dans les starting blocks. Chacun, en tout cas, est en train de ronger son frein pour voir quel poste je vais occuper. Et je pense que de ce qui ressort, voilà, ce qui ressort, Choguel Kokala Maïga, il risque d'être le Premier ministre. Il a l'onction pas le truc de Nyoro, le chef de Nyoro, donc il a l'onction de l'imam Diko, par translation. Parce que qui dit il chose, chef de Nyoro dit imam Diko, donc qu'est-ce qu'il lui reste? Il va aller répéter la même chose au président de la CEDEAO qui sont réunis que je vais, et ils ne pourront rien faire parce que je ne crois pas, il a compris un peu le jeu de la communauté internationale, donc il a vraiment lu Machiavel et il n'y aura rien parce que c'est quoi le jeu, la politique, comme je le dis, ce n'est pas les bondieuseries. J'ai dit ça ici il y a un mois pour le Tchad, on a dit non, qu'il faut qu'on... Abdoulaye Bari n'est pas là, mais j'allais lui rappeler. Ce n'est pas le lieu de la bondieuserie, la politique. C'est-à-dire, on ne dit pas ce qui doit être, mais on vous dit ce qui est. Le prince, là, c'est depuis... Laissez-moi faire un peu... Le prince, c'est la morale. Entre la morale et la politique, c'est-à-dire depuis Platon jusqu'à Saint Thomas d'Aquin, c'était deux choses liées. Avec Machiavel, c'est fini. C'est-à-dire, le prince, à un certain moment... Je ne parle pas, la politique actuelle, là, elle est machiavélienne. Je ne parle pas de machiavélique, qui est un terme éculé, garvaudé. Bon, le gars n'a pas de morale. Machiavélienne, c'est-à-dire, le prince, il doit pouvoir s'écarter de la morale en cas de besoin. C'est ce qu'on appelle la raison d'État. Et aujourd'hui, Assimi Goïta invoque la raison d'État pour dire « Seul moi, je peux diriger cette transition pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il n'y ait pas de chaos. » Il a compris, il a lu Machiavel, il a compris, il n'y aura rien, il va diriger ça, il va se faire élire. Bourema Ouedraogo. Il n'y aura rien, je ne prendrai pas le risque comme de donner de dire qu'il n'y aura rien. Mais en tout cas, c'est l'ambition, parce que dès le premier coup d'État, on savait déjà que son ambition, c'était de prendre la tête de la transition et de diriger le Mali. C'est un désespoir de cause qu'ils sont allés chercher un colonel-major à la retraite pour remettre en service. Et malheureusement, ils ont appris aussi, au bout de 9 mois, que le pouvoir, on ne délègue pas. Quand vous déléguez le pouvoir à quelqu'un, il ne faut pas croire que vous détenez le pouvoir. Le pouvoir, son détenteur réel, c'est celui qui l'exerce. Et c'est en fait, c'est sur le terrain que les militaires maliens ont compris effectivement qu'on ne peut pas mettre un président et pouvoir le contrôler, en faire une marionnette durant tout le temps et qu'il exécute ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis... Ça peut marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher pendant un bon bout de temps, mais ça ne marche jamais tout le temps. Parce qu'effectivement, à un moment donné, quand on détient le pouvoir, on se rend compte que c'est moi qui ai le pouvoir. À un moment donné, c'est clair, c'est net, c'est moi qui détiens le pouvoir. Et l'autre, quel que soit son pouvoir, quel que soit ce qu'il fait, il est en dessous et il doit exécuter. En réalité, Bandao a commencé effectivement à rentrer dans ses habits de président. Et à ne pas vouloir prendre ses instructions à Kati pour gouverner, pour diriger la transition. Et ça n'a pas plu. Et d'ailleurs, au nom de quoi, moi je ne sais pas, au nom de quoi Assimi Goïta peut revendiquer le fait que, en tant que vice-président, on ne peut pas toucher les questions de défense et de sécurité sans son avis. Alors que le président de la République est censé être le garant de la défense de l'intégrité territoriale du Mali et de la sécurité de tous les Maliens. La réalité du pouvoir est à Kati. Non, mais c'est justement ça. Parce que en fait, c'est ça. Dans la conception de la charte. Ah, dans la conception de la charte. Non, oui, tout à fait. Mais c'est là où tout le problème. Mais aujourd'hui, quand vous dites que... Attention, il faut faire très attention. Quand on dit... Moi, j'ai écouté des Maliens qui observent, tu vois, ils sont dépités, ils ne veulent pas effectivement engager un bras de fer avec les militaires aujourd'hui parce que tout le monde aspire à un retour à l'ordre constitutionnel. Mais je ne suis pas sûr qu'Assimi Goïta peut se prévaloir d'une unanimité. Parce que beaucoup de Maliens sont outrés de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont outrés que des militaires maliens ne sont pas au front. Pendant que le pays est occupé, ils sont dans des bureaux climatisés à Bamako pour discuter. L'exploit de l'inédit de Burkina. Ils n'ont qu'à faire ce qui s'est passé. Ils n'ont qu'à imiter le Burkina. Malheureusement, malheureusement, c'est pas. Non, les contextes sont même pas les mêmes. Les contextes sont même pas les mêmes. Au Burkina, les militaires n'ont pas fait leur coup d'État. Au Burkina, la population a réussi par une insurrection à faire tomber le pouvoir sans l'aide des militaires. C'est ça la différence. On parle du coup d'État.
Il y a eu un coup d'État. Non, le coup d'État. Non, aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit. Il a reçu son coup d'État. C'est les populations burkinabées qui ont refusé. Non, c'est la même chose. Non, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que les Maliens sont dans une position. Les Maliens sont dans une situation aujourd'hui où il faut faire l'économie d'une autre impasse. Il faut permettre effectivement à la transition d'aboutir. Pour beaucoup, c'est ça. Ça dit il faut aller. S'il faut permettre à Assimi Goïta de diriger la transition, qu'on aille à des élections le plus rapidement possible, parce qu'il ne reste qu'un an, beaucoup de Maliens sont partants. Mais par contre, si Assimi Goïta essaie de changer effectivement la charte pour permettre que le président de la transition puisse être candidat, je crois que les choses vont mal tourner au Mali. Mais la charte est déjà foulée au pied parce que Bouri ne devrait pas être président. Donc la charte ne tient plus. On va permettre à Dama, il ne reste pas. Non, la charte est caduque. Oui, la charte n'est pas caduque. Non, la charte n'est pas caduque. Ah non. Non, la charte est caduque. Non, la charte n'est pas caduque. Non, s'il vous plaît. Assimi Goïta revendique, c'est sur la base de la charte qu'il a fait son coup d'État. Non, oui, s'il te plaît, je termine. Non, c'est sur la base de la charte qu'il a fait son coup d'État. Il ne peut, oui, puisqu'il dit qu'en fait, il dit clairement que c'est parce que le président et son premier ont violé la charte. On permet à Dabadi d'intervenir. Oui, merci. C'est pas simple. Non, je pense qu'avec ce deuxième coup de force, on est tenté de dire que Assimi Goïta est en train de devenir, si ce n'est déjà le cas, le plus grand spécialiste des coups d'État en Afrique de l'Ouest, pour avoir ici, effectivement, en l'espace de 10 mois seulement, 2 coups de force. Mais je pense que c'est le coup de force de trop. On n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que on peut comprendre que la frustration ou en tout cas cette colère des leaders de la junte suite à l'éviction de 2 des leurs et le fait qu'ils n'ont pas été consultés, tout ça là on peut comprendre. Mais de là à mettre un coup d'arrêt à la transition, je pense que c'est un pas qu'il fallait se garder de franchir. Cela dit, je pense que les Maliens ont fort à faire parce que ce coup d'État, il faut le dire, plonge le Mali dans une incertitude. Assimi Goïta rassure que oui, les élections vont se tenir à bonne date, c'est vrai. Reste qu'il ne fait aucun doute que le risque d'une prolongation de cette transition est bien grand. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut reconnaître que ces gens, ils ont du pain sur la planche. D'abord, il faut que, effectivement, Assimi Goïta et ses frères d'armes travaillent d'abord à rassurer les Maliens que l'intention n'est pas de confisquer le pouvoir, même si là, apparemment, en apparence, on voit que c'est ça. Ça, c'est le premier point. Le second, il faut d'abord réussir également à renforcer la cohésion au sein de l'armée. C'est clair, parce qu'on ne peut pas comprendre que le remplacement de 2 généraux et de 2 colonels, pas des généraux, puisse créer autant de ressentiment au point d'en arriver à un coup d'État. Ça veut dire que même au sein de l'armée, il y a un problème. Sinon, on n'en serait pas là. Et le troisième, c'est justement cette communauté internationale qui va devoir travailler, qu'ils vont devoir, je vais parler des Assimi Goïta, et c'est convaincre effectivement que leur volonté n'est pas de remettre le Mali en arrière, de ramener le Mali en arrière, mais de permettre à ces pays-là de renouer avec la démocratie. Et là-dessus, ce n'est pas évident, d'autant plus qu'effectivement, la CEDEAO brandit déjà des bâtons, des sanctions. Il y a la France aussi qui menace de retirer ses troupes. Donc, oui, non, on peut comprendre. Parce que quoi que l'on dise, Assimi Goïta est présentement... Quoi que l'on dise, n'eût été l'intervention française au Mali, on n'en serait pas là. Tout à fait. Donc, on peut dire que on est vraiment pris par le temps. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le temps de pouvoir développer davantage. Mais Dieudonné est dans le réalisme politique, dans la réelle politique. Il y a le choix, il y a la raison et le choix politique. Oui, il est dans le réalisme politique et on attend de voir ce qui va se passer à Accra. Voilà, on attend de voir ce qui va... Le président ne remplace pas le président. Voilà. Donc la charte est déjà violée. D'accord. On attend les conclusions de Accra et ensuite on va revenir peut-être la semaine prochaine pour encore en débattre. Merci à tous les 4 d'être venus. Dabadi Zumbara est rédacteur en chef des éditions Le Pays. Il est analyste politique et éditorialiste. Était là également Albert Nagrego, analyste politique, éditorialiste et patron de Libre Info, un site d'information en ligne. Était avec nous également Dieudonné Zungrana, analyste politique et éditorialiste. Et Bourema Ouedraogo est directeur de publication du journal Le Reporter. Il est analyste politique et éditorialiste. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.